cette séance, on va étudier les transistors bipolaires, établir les différents modèles de transistors en fonction des modes de fonctionnement et la polarisation de chacune des diodes, donc base émetteur et base collecteur, et enfin finir par des circuits de polarisation. Le transistor est un composant actif, c'est-à-dire un composant capable de transformer un signal électrique, et ce signal, ça peut être la tension, le courant, ou les deux, et d'en amplifier la puissance. Il est constitué d'un monocristal semi-conducteur, du germanium ou du silicium comportant 3 régions contiguës. Vous avez l'émetteur, le collecteur et la base. On distingue deux types de transistors, il y a le NPN et le PNP. Le NPN est caractérisé par une base de type P, le collecteur et l'émetteur sont de type N, et inversement pour le PNP. Le circuit ou le symbole du transistor est représenté ici, le courant émetteur est sortant pour le PNP, et rentrant ici pour et sortant pour le NPN plutôt, et rentrant pour le PNP. Donc le transistor est formé de deux jonctions, la jonction base collecteur et la jonction base émetteur, et le couplage entre collecteur et émetteur est favorisé par l'épaisseur de la base. Notons, vous avez ici le modèle simplifié à l'aide des deux jonctions base émetteur du transistor. Le tableau suivant représente les modes de fonctionnement du transistor en fonction de la polarisation des jonctions base émetteur et de la jonction base collecteur. On a le mode actif normal quand la jonction base émetteur est en direct et la jonction base collecteur est en inverse. Saturation si les deux diodes sont conductrices. Blocage si les deux diodes sont bloquées. Et dans le mode actif inverse, lorsque la jonction base émetteur est polarisée en inverse et la jonction base collecteur en direct. Notons que le mode normal est utilisé lorsque le transistor opère en amplificateur, et pour des applications de commutation telles que les portes logiques par exemple, on utilise soit la saturation, soit le blocage. Alors le mode actif inverse, bien que peu utilisé, il est utilisé généralement, il est très utile pour la conception. En mode actif direct, vous avez la jonction base émetteur qui est polarisée en direct, va injecter des électrons de l'émetteur vers la base. Ces électrons vont plutôt en une densité de porteur qui est proportionnelle à exponentielle VBE sur VT, avec VT tel K fois T sur Q. K c'est la constante de Boltzmann, T la température, et Q c'est la charge de l'électron. Les électrons vont diffuser dans la base, donc où ils sont minoritaires, et une partie de ces électrons va être recombinée avec les trous de la base qui sont majoritaires, et l'autre partie qui n'est pas recombinée va parvenir au niveau de la jonction base collecteur, et par la suite le champ qui s'y trouve va entraîner ces électrons presque en totalité au niveau du collecteur. C'est ce qu'on appelle ici l'effet transistor. Notons que la polarisation de la jonction base émetteur en inverse permet aussi de favoriser le mouvement du minoritaire de part et d'autre de la jonction base collecteur, ce qui nous donne un courant de saturation inverse. Également ici, on a une injection de trous de la base vers l'émetteur. Donc le courant émetteur qui résulte de l'injection des électrons et en même temps l'injection des trous dans l'émetteur est proportionnel à exponentielle VBE sur VT. Ce courant-là, c'est un courant bien sûr d'électrons et un courant de trous. Puisque ces deux entités sont proportionnelles à exponentielle VBE sur VT,
on a le courant IE est également proportionnel à l'exponentielle VBE sur VT pour VBE supérieur à VT. Ce courant ISE, c'est le courant de saturation de la jonction base-émetteur polarisé en direct. Notons du fait qu'on a l'effet transistor, le courant collecteur est proportionnel au courant émetteur et cette constante de proportionnalité alpha, c'est ce qu'on appelle le gain en courant en base commune. C'est une quantité qui est inférieure à 1, donc il est très proche de 1. Le courant IS ici égale à alpha fois ISE. Compte tenu de la loi des nœuds, donc ici IE c'est la somme du courant collecteur et la somme du courant base. Du fait aussi qu'on a le IC, il s'écrit comme alpha fois IE, on peut montrer que le courant IC est proportionnel au courant base et la constante de proportionnalité est bêta, c'est ce qu'on appelle le gain en courant et on va voir par la suite qu'il s'agit d'un gain en courant du transistor monté en émetteur commun et court-circuité à la sortie. Le modèle donc en première approximation du transistor comporte une source de courant qui est commandée par le courant émetteur, la jonction base émetteur polarisée en direct dont la caractéristique IE en fonction de VBE est une exponentielle, donc puisque c'est proportionnel ici à exponentielle VBE sur VT pour VBE supérieur à VT. Et on peut également, du fait que vous avez alpha IE égale à bêta IB, on peut représenter bien sûr le modèle du transistor à l'aide d'une source de courant qui est commandée par le courant base au lieu du courant émetteur. Notons ici, on remarque que le bêta, il prend des valeurs entre 50 et 300, parfois moins, parfois plus, en fonction des transistors. Le bêta, pour bêta égale à 100, on constate que alpha est à peu près égal à 1 puisque c'est 1,099 ici. Notons aussi que bêta augmente avec la température. Donc en mode actif inverse, le fait que la structure n'est pas symétrique, d'interchanger le collecteur et l'émetteur se traduit par un fonctionnement du transistor en mode actif inverse qui entraîne différents gains en courant que je vais noter ici plutôt bêta R et alpha R. De la même manière, on peut avoir un modèle équivalent de transistor en mode actif inverse en notant que la jonction base collecteur, cette fois-ci polarisée en direct, est caractérisée par une caractéristique IE en fonction de VBC, donc qui a plutôt l'allure exponentielle, et une source de courant cette fois-ci, puisque l'injection se fait du collecteur vers l'émetteur, donc c'est un alpha RIC. Donc, et je peux dire aussi que puisque cette quantité est égale à bêta R fois IB, on peut utiliser une source de courant qui est commandée par un courant base au lieu de prendre ici une source de courant commandée par un courant collecteur. Notons ici que les paramètres alpha R et bêta R ont des valeurs assez faibles. Donc pour l'alpha R c'est entre 0,01 et 0,5, mais le bêta R ici il a des valeurs qui sont inférieures à 1. En combinant les deux précédents modèles, donc le modèle avec ici DC et alpha R IDC, et le modèle avec la source de courant qui est ici avec le DE, ici on obtient ce qu'on appelle le modèle des Westmol. Ce modèle-là, c'est un modèle qui est capable, donc tout le modèle est un modèle qui est capable de traduire les modes de fonctionnement du transistor. Donc ça veut dire qu'on peut représenter le transistor pour tous les différents modes de fonctionnement avec ce modèle. Notez ici que puisque le ID
C et le IDE sont fonction de VBE et VBC respectivement. Le courant IC, le courant base et le courant émetteur va s'écrire en fonction, bien sûr, des tensions VBE et de la tension VBC. Le bêta s'exprime en fonction de alpha et le bêta R s'exprime en fonction de alpha R. En mode de saturation, les deux jonctions base émetteur et base collecteur sont conductrices. On remplace la tension VBE par à peu près la tension de saturation de l'ordre de 0,7 et la tension entre le collecteur et l'émetteur par une tension de 0,2, et ceci quand il s'agit d'un transistor à base de silicium. Notez que pour ce mode de fonctionnement, vous avez IB est positif et le bêta IB est supérieur à IC. En mode de blocage, le transistor est un circuit ouvert, il n'y a plus de courant, et ceci est valable quand la tension base émetteur est inférieure à 0,5 et la tension base collecteur est inférieure à 0,5. Ici, on représente les caractéristiques de sortie et la caractéristique d'entrée du transistor, monté en émetteur commun. Ici, monté en émetteur commun, ça veut dire tout simplement que l'entrée se fait entre la base et l'émetteur, et la sortie c'est entre le collecteur et l'émetteur. Pour pouvoir déterminer la caractéristique de sortie, normalement on fixe le IB et on fait varier la tension VCE tout en mesurant le courant IC. Donc on obtient le réseau de caractéristiques qu'on a ici et qui est paramétré par le courant base. On note que pour une tension VCE inférieure à 0,2, donc on a la région de saturation qui est caractérisée par IC inférieur à bêta IB. Dans la région en mode normal actif, on a IC égale à bêta IB. Et pour la région de blocage, les courants IC et le courant base sont quasiment nuls. Je note aussi, pour avoir la caractéristique d'entrée du transistor IB en fonction de VBE, là, on fixe cette fois-ci, puisqu'on a IB en fonction de VBE, on fixe le VCE et on fait varier le IB tout en mesurant la tension VBE. Et on a une caractéristique de cette allure exponentielle, donc ici. Dans cette région où VBE est inférieur à 0,5, vous avez la région de blocage. Et pour la région correspondant VBE supérieur à 0,5, vous avez ici soit la région active, soit la région de saturation. Notons que, contrairement à ce qui a été indiqué ici, le courant IC, les fonctions de VCE, il augmente quand, bien sûr, le VCE va augmenter. Donc, ce qui fait que les caractéristiques AIB constantes, c'est des caractéristiques qui vont se concorder en un point, ici, de potentiel moins VA. Ce potentiel-là, c'est ce qu'on appelle le potentiel RI. Notons que quand la tension VCE augmente, la tension de la jonction base collecteur polarisée en inverse augmente, ce qui va engendrer un élargissement de la zone de charge d'espace, et donc la largeur effective de la base diminue, ce qui va donner tout simplement, puisque le courant de saturation est inverse à la largeur effective de la base, donc une augmentation du courant IC en fonction de VC, AIB constant. Alors, notez ici aussi, pour la caractéristique d'entrée, on a une sensibilité, bien sûr, de cette caractéristique vis-à-vis de VCE. Donc, il y a une certaine différence vis-à-vis de VCE. Donc, on a tracé des caractéristiques pour VCE1 et VCE2, de telle façon qu'avoir ici VCE2 supérieur à VCE1. Maintenant, l'effet RI,
est caractérisé par le fait que IC est dépendant de VCE, comme vous voyez ici, ça c'est le terme correctif ajouté et qui tient bien sûr compte de l'effet RI, et notons que le IC est nul quand VCE égale à moins la tension VA. La résistance R0, et qui est la résistance de sortie vue par le collecteur, il s'écrit en fait comme étant la dérivée de IC sur la dérivée de VCE à IB égale à constant moins 1, la puissance moins 1. Ça représente tout simplement l'inverse de la caractéristique ou la tangente à la caractéristique au point de fonctionnement ici. Et il s'écrit comme VA sur IC, ici étoile. Ce IC étoile représente le courant collecteur en ne tenant pas compte de l'effet R. Un autre paramètre très important du transistor, c'est le courant ICB0. Ce courant ICB0 augmente en fonction de la température. Il double pour chaque augmentation de 10 degrés. Et ce courant, comme vous voyez ici, c'est le courant qui va traverser la jonction base-collecteur polarisée en inverse quand l'émetteur est un circuit ouvert. Le modèle du transistor est donc le suivant. Vous avez la jonction base-émetteur ici. Donc, dans la caractéristique, bien sûr, est une exponentielle. Et une source de courant qui est commandée par le courant base en parallèle avec la résistance R0 qui traduit l'effet R. Notons ici, on passe maintenant à la polarisation. Donc, notez que le problème de base en polarisation, c'est choisir un circuit d'encadrement pour alimenter le transistor et placer le point de fonctionnement dans la zone linéaire. Pour ce faire, en considérant le circuit suivant, dans ce circuit, on a une attaque avec une superposition de deux tensions, une tension variable et une tension continue, ce qui vous donne un IC et VCE qui sont en fonction de deux composantes, composante continue due à VB et composante variable due à VI. Donc en appliquant la loi d'Émail au niveau de la sortie ici, on peut écrire le IC comme étant VCC moins VCE sur RC. Et cette équation dans le repère IC en fonction de VCE, ça se traduit par une droite qu'on appelle droite de charge de pente moins 1 sur RC. L'intersection de cette droite avec la caractéristique IB égale à constante va nous donner le point de fonctionnement dans les coordonnées sans IC et VCE. De la même manière, on peut déterminer le courant base à partir, bien sûr, de l'intersection de la droite de charge à l'entrée, qui passe par VB et de pente moins 1 sur RB, et la caractéristique à l'entrée, IB en fonction de VBE. Ce point-là nous permet d'obtenir le IB et le VB. Je note ici, puisqu'on a la superposition de deux sources, le courant, c'est la somme de deux composantes, également pour VCE, également pour IB et la tension VB. Maintenant, en superposant à la tension VBE, à la tension VB, un signal VI, comme vous voyez ici, on le superpose à VB. Le point de fonctionnement va osciller dans cette région entre A et B, de telle façon à avoir en sortie un signal variable. Par exemple ici pour le courant IB, vous avez une variation autour de la valeur moyenne constante IB et vous avez une tension VBE ici, c'est une variation autour de la valeur moyenne VBE. Notons que pour avoir un signal semblable ici au signal d'attaque VI, qui a la même nature, il faut que l'amplitude crête à crête, de là jusqu'ici, soit très faible, de telle façon que la partie ici, cette partie entre A et B,
est assimilé à un morceau de droite. Je note, puisqu'on a IC est proportionnel à IB, donc le IC aussi va varier autour de IC comme valeur moyenne et va entraîner un signal à la sortie VCE variable autour de la tension VCE. Alors notez une remarque ici, pour avoir une tension maximale, crête à crête en sortie, il faut choisir le point de fonctionnement au milieu de la droite de charge ou du segment de la droite de charge DC. De pente, bien sûr, la droite de charge est de pente -1 sur RC. Alors, ici, dans cette partie, on va étudier les différents paramètres de polarisation, en fait, plutôt le circuit de polarisation ici. On a le premier circuit de polarisation qu'on a ici, c'est la polarisation par diviseur de tension. Vous avez ici un pont diviseur R1, R2 formé par VCC. Donc on peut appliquer le théorème de Thevenin pour montrer que le circuit est équivalent à celui-ci où vous avez la tension d'attaque V Thevenin avec une résistance R Thevenin. En appliquant la loi d'Emaille à l'entrée, on constate que le courant IC est en fonction de VBE et de bêta, qui sont deux paramètres qui dépendent de la température. Pour rendre le IC indépendant de la température, il faut diminuer, en fait il faut prendre la valeur de VBE assez faible devant VTH et le bêta aussi, de telle façon que RTH sur bêta soit inférieur par rapport à RE. Remarquons ici que R Thevenin, c'est la mise en parallèle de R1 et de R2, et V Thevenin, c'est plutôt le potentiel, en fait, ici, où la tension R1 sur R1 plus R2 fois VCC. Alors, notez que le circuit qui est ici utilise une seule source, et notons aussi que supposons que IC augmente pour une certaine condition, par exemple variation de la température, à IB fixe, le courant IE va augmenter parce qu'on a IC plus IB, ça donnera le courant IE, et donc la tension VE aux bornes de la résistance qu'on a ici, le potentiel VE qui est proportionnel à RE, IE, donc section IE, il va aussi augmenter, et donc si VB ici il est fixe, puisque le IB il est fixe, on aura donc le VBE qui va diminuer et va entraîner le IC qui va diminuer, ce qui va contrebalancer l'augmentation du courant IC. Donc de ce fait, la résistance RE est très importante pour la stabilité de point de fonctionnement contre la dérive thermique. Je note un autre circuit ici, c'est celui de la polarisation par contre-réaction. Donc il introduit une résistance RC et RP. Et le dernier circuit, c'est celui de la polarisation par émetteur. Donc il utilise, comme vous voyez ici, deux sources, VCC et VE. Le courant IC est commandé par la source VE et la tension VCE ici est commandée par VCC et VE.